Covid, nous n'étions pas prêts et pourtant les territoires ont fait face. Ce soir, focus sur le Val d'Oise. Comment la crise sanitaire a-t-elle été gérée? Comment s'organise l'avenir? Au programme de ce Capital Santé spécial en direct du Conseil départemental du Val d'Oise, des reportages avec les équipes de VOTV qui sont allées à la rencontre des Val-d'Oisiens. De nombreux invités. Alors certains sont sur le plateau avec moi et d'autres sont en duplex pour respecter la distanciation. La distanciation, on la respecte puisque on est quand même assez loin et puis surtout la salle est très très grande. Donc on prend nos précautions. Avec moi sur le plateau, Marie-Christine Cavecchi, vous êtes présidente du conseil départemental du Val d'Oise. Anne Carly, vous êtes déléguée départementale de l'ARS du Val d'Oise. Et en duplex, on aura Agnès Ricard-Ribon qui est directrice du SAMU. Marie-Christine Cavecchi, le 17 mars, tout s'arrête. Alors il faut s'adapter, il faut improviser. Qu'est-ce qu'on fait le 17 mars? C'est le tremblement de terre. Oui. Et il a fallu très très vite s'adapter. Je dois dire que on a tous été quand même sous le choc. Personne ne s'y attendait. Et toutes les forces de proximité, que ce soit dans les communes ou que ce soit dans les départements, se sont mises à réfléchir et à voir comment on pouvait gérer ces moments extrêmement difficiles pour notre population. Et à partir de là, eh bien, on en parlera tout à l'heure, il y a eu des décisions qui ont été prises très très vite. Et puis tous ensemble, on a pu avancer. Tous ensemble et justement avec le relais de l'ARS. Quel a été le rôle de l'ARS pendant cette crise? Alors le rôle de l'ARS, il n'est pas le même qu'on soit le 30 janvier, le premier jour du premier cas autochtone à Paris, que l'on soit au moment du déconfinement un mois plus tard, que l'on soit au moment du pic de patients en réanimation qui était la nuit du 8 au 9 avril, avec 187 patients en réanimation sur les 53 lits que compte le département. Donc pour vous donner une idée de l'ampleur de l'effort qu'il a fallu faire pour les équipes, que l'on soit le 11 mai au moment du déconfinement, que l'on soit aujourd'hui 28, 29 septembre, je ne sais même plus, mais le temps passe vite, que l'on soit au moment de la préparation de ce rebond épidémique. Voilà, donc le rôle de l'agence, déjà, ça a été un rôle de préparation du système de santé, puisque tout ça, c'est pas fait de manière hasardeuse. Tout ça, c'est fait parce que l'organisation de l'offre de soins a été conduite. Tout ça, c'est fait également en collaboration. Je vais peut-être commencer par ce point vraiment avec des échanges qui ont été des échanges actifs très tôt autour du préfet, qui nous a réunis quotidiennement avec Madame la Présidente du Conseil départemental, les parlementaires du territoire, des élus. Ça s'est fait assez tôt. J'interromps Madame Carly parce que je pense que le Val d'Oise a été, j'imagine, un exemple par rapport à d'autres départements où ça a été beaucoup plus compliqué. Nous, on a eu un travail d'équipe immédiatement et d'information. Et ça, c'est dû à Monsieur le Préfet, naturellement, qui a mené les réunions et qui nous a invités à participer toutes les semaines ou même 2 fois par semaine. Tout à fait. L'information, ça a été votre rôle aussi parce qu'il y avait une information médicale à délivrer. Alors, il y avait ou au moins à interpréter. Il y avait une information épidémiologique à donner quotidiennement dans un rapport de transparence. Mais si vous voulez, avant l'information médicale, avant le retour qui a commencé à se faire quotidiennement de manière structurée, il y a eu affronter les choses sur le territoire. Il y a eu la générosité qui s'est établie aussi avec le conseil départemental, puisqu'on a eu au tout début de la gestion de crise, vers la fin du mois de février, beaucoup de dons de masques provenant notamment des collèges. On a eu à armer des centres Covid en faisant de la récupération. Donc on s'est mis en marche comme on a pu avec les acteurs du territoire. On a mis à leur disposition. On s'est mis en marche, ça peut être mal interprété. Ah oui, non, mais mouvement. Mais non, mais ça veut dire qu'on s'est mis tous ensemble pour trouver les solutions. Personne ne s'attendait à cela, je pense, et donc on s'est mis tous ensemble. C'est vrai qu'on a récupéré du matériel dans les collèges de façon très rapide et pour cause. Voilà. Et puis, nous avons mis en place aussi le 24 février. C'était vraiment
une semaine avant le passage au stade 2 de l'épidémie, voilà, les sollicitations étaient très nombreuses d'élus. On a mis en place une hotline à leur attention sur laquelle on était appelé entre 60 et 80 fois par jour, élus institutionnels, entreprises. Et puis, nous répondons encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un outil précieux. Donc vous avez été sur le pont, l'articulation a été bonne. Alors ceux qui ont vu leur vie chamboulée aussi, c'est le SAMU, hein. Le SAMU qui a vu ses appels passer de quelques quoi, c'est combien par jour dans le Val d'Oise ? 1200 appels par jour. à 7 ou 8 fois plus. Oui, hein. 5 fois plus, bien. Voilà, alors en duplex, justement, on va retrouver Angélique Boilet qui est avec Agnès Carrère-Ibon du SAMU. Angélique, est-ce que vous m'entendez, Angélique ? Tout à fait, je suis avec Agnès Ricard-Ibon, la responsable du SAMU 95. Bonjour. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors bien sûr, vous avez été en première ligne face à cette crise. Comment est-ce que vous avez fait face ? Alors effectivement, le SAMU Centre 15 était le pivot de l'organisation, puisqu'il a fallu, nous sommes adaptés pour faire face à une augmentation importante d'activité. Au pic de l'épidémie, de nombre d'appels, on était à 7600 appels pour une normale à 1300. Et on a eu une coopération absolument extraordinaire avec la médecine générale, les médecins régulateurs, pour que chaque patient du territoire puisse avoir une réponse adaptée sans surcharger le système de soins, puisque l'enjeu majeur de cette épidémie, c'est de pouvoir apporter une réponse médicale à tous les patients sans entraîner une sursaturation de l'hôpital. Donc, on l'avait dit, éviter à tout prix l'engorgement. Voilà, exactement. Donc les patients qui n'avaient pas de signe de gravité appelaient le centre 15 et étaient orientés vers la médecine de ville. On pouvait conseiller, on pouvait rassurer et les mettre dans une bonne filière de soins, ce qu'on appelle ambulatoire, c'est-à-dire sur les médecins traitants. Et pour les patients qui avaient des signes qui inquiétaient, des signes de gravité, il y avait une réponse médicale pour les envoyer à l'hôpital, soit par des transports non médicalisés, pompiers, ambulances, associatifs, soit par les ambulances du SAMU lorsqu'il y avait une détresse vitale où la prise en charge était débutée dès la maison avec du matériel sophistiqué et adressé directement en réanimation. Et grâce à ça, on envoyait les patients dans les bonnes filières d'emblée sans un passage obligé par les urgences, et ce qui a fait que les urgences étaient préservées pour pouvoir continuer à prendre en charge les patients du quotidien. Vous êtes aussi intervenu dans le cadre de transfert, justement, pour libérer certains services. Alors effectivement, fin mars, début avril, on s'est retrouvé en saturation complète des lits de réanimation, et l'organisation des transferts avec cette solidarité interrégionale et nationale a permis justement, ça a été une bouffée d'air, ça a permis de transférer des patients qui avaient encore besoin de la réanimation mais qui étaient stables vers d'autres régions qui étaient moins touchées, de façon à libérer des lits de réanimation pour accueillir ces nouveaux patients, pour que chaque patient qui en avait besoin puisse être admis sur des critères éthiques et déontologiques et non pas sur un problème de capacité. Alors, quelle est la situation actuelle au moment où on se parle ? Alors, la situation actuelle, c'est que tous les SAMU d'Île-de-France, comme le SAMU de Val d'Oise, sont passés en alerte niveau 1 depuis à peu près 10 jours, c'est-à-dire qu'on est en plateau haut d'activité. On a des plans de montée en puissance des SAMU qui sont bien cadrés. C'est à l'heure actuelle avec un renforcement des médecins généralistes et des médecins urgentistes, et un point très important pour la population. Appelez le 15 avant de vous déplacer aux urgences. Si vous n'avez pas de signe de gravité, vous allez vers votre médecin traitant. Si vous avez des signes qui vous inquiètent, à ce moment-là, c'est appeler le 15 et il y a une réponse médicale H24 qui permet d'orienter les patients dans les bonnes filières, dans les bons endroits, dans les hôpitaux capables de prendre en charge les patients. Le message est passé. Merci Agnès Ricard-Ibon d'avoir accepté de participer à cette émission. À tout à l'heure Jean-Claude pour un autre invité. Merci Angélique, merci Agnès Ricard-Ibon, j'en bafouille, tellement l'action du SAMU a été fantastique. En 2 mots, Anne Carly, on a parlé du passé finalement, mais l'avenir. On va finir sur le passé pour parler de l'avenir. C'est que durant ce passé, on a quand même construit, passé récent, on a construit énormément de choses. On a construit un lien avec les élus, on a construit un lien rapproché, avec les médecins du territoire qui ont créé 14 centres Covid, qui fonctionnent encore aujourd'hui pour la plupart d'entre eux. On a construit un lien avec des laboratoires, on a appris des choses, on a renforcé nos liens avec les EHPAD en mettant en place des filières gériatriques. On va construire là-dessus pour aborder l'avenir et ce rebond épidémique, puisque aujourd'hui la situation a malheureusement évolué à la hausse, comme vous le savez.
Je vous remercie. Merci d'être passé sur le plateau. Que sait-on aujourd'hui de la maladie? A-t-on fait des progrès dans la prise en charge des malades? Quelles séquelles? Ces questions et bien d'autres, on va les poser au docteur Édouard Deveau qui va nous rejoindre sur le plateau. Alors, distanciation oblige, ça prend un petit peu de temps de faire sortir un invité, d'en accueillir un autre. Voilà, le docteur Édouard Deveau nous a rejoint. Édouard Deveau, vous êtes directeur de la cellule de crise Covid à Pontoise et expert missionné auprès de l'ARS dans la réflexion et la coordination de la gestion de la crise au sein des hôpitaux. Alors, point des connaissances, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui? J'ai plutôt envie de vous demander ce qu'on ne sait pas d'ailleurs aujourd'hui. Bonsoir à tous. D'abord, la première remarque que j'ai envie de faire, c'est que il y a bientôt un an, apparaissait ce virus. On ne savait rien du virus. Et où j'ai constaté avec vraiment une grande admiration la rapidité à laquelle les scientifiques ont agrégé, massifié la connaissance pour aujourd'hui bien maîtriser l'histoire des malades de cette Covid et à quel point aussi on a avancé pour pouvoir construire ce qui va être indispensable pour enrayer l'épidémie, c'est ce fameux vaccin. On maîtrise aujourd'hui beaucoup de cette maladie. On maîtrise également un certain nombre de traitements qui préviennent parfois la descente en réa, ce qui a complètement modifié la morphologie de l'épidémie aujourd'hui et ce qui permet d'avoir un regard un petit peu différent de celui de la première vague sur la phase de rebond en fait. On va revenir sur tout ça en détail, mais vous avez raison de le souligner. Le plus grand spécialiste aujourd'hui de la Covid, il a un an de recul, à peine. Donc on a appris très 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 vite. Quid de la prise en charge des malades? On va voir ça tout de suite avec un premier sujet qui a été réalisé par les équipes de VOTV. Prise en charge des malades, c'est maintenant. Il ne faut pas espérer une récupération totale, s'ils récupèrent totalement, avant encore plusieurs mois. C'est vraiment des guérisons qui vont être extrêmement lentes. Et ce que je lui ai expliqué aux malades, c'est qu'on ne va pas attendre qu'ils soient complètement guéris pour qu'ils retournent chez eux. Et le fait de retourner chez eux, de récupérer leurs repères, leurs proches, eh bien là, en l'occurrence, sera beaucoup plus rapide dans la récupération que de rester ici à l'hôpital. Et alors, d'après les connaissances que l'on a de la Covid-19, est-ce qu'on guérit totalement pour les patients les plus sévèrement touchés? Pour les plus sévèrement touchés, c'est encore trop tôt pour dire qu'ils vont récupérer d'une façon totale et entière. Donc dans le service de pneumologie à Pontoise, les patients seront reconvoqués pour les plus graves pour pouvoir essayer d'estimer, de voir s'ils vont garder des séquelles. Mais là, même dans les études chinoises ne permettent pas encore de répondre à cette question. Eux qui ont été atteints le plus précocement, il est difficile actuellement de dire qu'il y aura des patients qui vont garder, telle proportion vont garder des séquelles et à quelle hauteur ils vont garder des séquelles. Ça sera à réévaluer entre 6 mois et 1 an après d'avoir contracté la maladie. Prise en charge des malades, souvent la première prise en charge, le premier contact, c'est le SAMU, mais ça peut être aussi les pompiers. On est à nouveau en duplex avec Angélique, qui est avec le 18, Angélique. Oui, tout à fait. Je suis avec le lieutenant-colonel Xavier Rigaud, chef des opérations au SDIS 95. Bonjour. Alors vous aussi, vous avez été en première ligne et vous avez dû faire face aussi à un afflux d'appels. Absolument, nous avons eu une augmentation significative des appels. On a pris entre 10 et 35% d'appels supplémentaires. Mais surtout, on a été obligé de faire face à la crise par une augmentation assez rapide de notre potentiel opérationnel. L'idée, c'était de dire qu'à aucun moment, on devait se trouver en étant en incapacité d'intervenir au domicile des personnes qui nous appelaient, en relation bien évidemment étroite avec notre partenaire, le SAMU. J'imagine qu'il a fallu aussi s'organiser au sein de votre service. Oui, une organisation de crise qui a commencé très tôt, dès fin février. On a compris qu'il y a quelque chose sur le terrain qui se passait, qui dépassait la normalité, si je puis dire. Et on est passé en mode crise dès le 4 mars, donc un peu avant l'opération de confinement. Et on a organisé notre capacité opérationnelle autour de procédures opérationnelles. On a formé nos pompiers à prendre en charge les victimes de Covid dans le contexte de ce qu'on savait à l'époque. Et on a appris au fur et à mesure, on a progressé au fur et à mesure de ce qu'on nous disait sur ce virus. Alors aujourd'hui aussi, vous participez au dépistage massif qui est organisé ?
Absolument. Nous, sous l'égide et à la demande du préfet du Val d'Oise, nous participons en lien avec l'ARS aux tests PCR qui ont lieu dans différents centres du département. Il y en a un qui commence demain d'ailleurs à Argenteuil. Et puis également, à la demande du préfet, on se prépare à un rebond, à une nouvelle vague ou à une situation qui se dégraderait encore. En tout cas, les chiffres montrent que la situation devient un petit peu plus compliquée. Je voudrais ajouter que sur le Val d'Oise, on a mis on a transporté, on a pris en charge jusqu'à 8700 personnes qui ont été atteintes du Covid sur toute la période qui s'étend depuis le 28 février. Et puis peut-être vous préciser également que finalement dans cette situation de crise, le nerf de la guerre, l'essentiel pour nous, c'était de tenir. Et pour tenir, il fallait une logistique irréprochable. Et peut-être qu'on en parlera plus tard, je ne sais pas, mais cette logistique, elle nécessitait d'avoir des masques, d'avoir du matériel. Nous avons été, comme tout le monde, confrontés à la difficulté. Et on a pu faire face grâce à nos pharmaciens, grâce à notre service de santé et de secours médical, qui a su nous trouver des matériels. Et puis avec, bien sûr, le concours d'un partenaire. Je pense au département qui nous a donné 106 000 masques, par exemple, pour faire face à la crise. En aucun cas, à aucun moment, les pompiers du Val d'Oise se sont retrouvés dans l'incapacité de mener leur mission, malgré la hausse très importante du nombre d'interventions, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce que, précisons-le, vous avez été en soutien au SAMU 95. Alors en fait, on intervient soit à la demande des personnes qui nous appellent et qui appellent le 18 en départ réflexe, c'est-à-dire qu'on intervient dès le départ chez quelqu'un qui ressent une détresse, si vous voulez, soit on intervient à la demande du SAMU, effectivement, sur des personnes qui présentent un risque, une difficulté, une situation qui nécessite l'intervention des sapeurs-pompiers. En tout cas, on est en étroite relation constante avec le SAMU lors de nos interventions. Est-ce que vous avez déjà tiré des leçons pour la suite ? Alors, ce qui est clair, c'est que on se prépare depuis quelques mois déjà à une éventualité d'une nouvelle crise. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est aperçu que notre posture opérationnelle était bonne, puisqu'on n'a pas été devant une situation d'une impossibilité opérationnelle. Si vous voulez, on n'a pas été dans une situation où on a été démunis. Donc notre posture était la bonne. Il faut maintenant l'affiner. C'est ce qu'on fait, se préparer, stocker, former les équipes et être en capacité à nouveau mettre nos moyens opérationnels à disposition des Valdoisiens. Merci, lieutenant-colonel Xavier Rigaud, chef des opérations au 10-95. Alors merci, les pompiers, c'est vrai, ils ont fait un travail formidable. Vous vouliez réagir, Marie-Christine? Je voulais juste réagir parce qu'en fait, le colonel a été très discret. En fait, ce sont les professionnels et les volontaires et les pompiers volontaires qui sont intervenus sur le terrain, tout autant aussi nombreux les uns que les autres. Donc c'est quand même remarquable parce que c'était un moment où on ne savait pas jusqu'où pouvait aller la contagion ni la maladie. Et ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité, ils y sont allés. Voilà. Donc voilà. Je voulais les remercier. Et oui, c'est les pompiers, ils sont comme ça. Et oui. Ce qu'on a appris aussi, docteur Deveau, c'est que au début, on s'est dit, voilà, c'est une maladie respiratoire. On parlait du SARS. Et ensuite, très vite, on a vu que c'était une maladie systémique et qu'il y avait des malades très très lourds, très lourdement touchés. On va voir ça justement, et après je vous ferai réagir là-dessus. On a un premier sujet à lancer sur les malades lourdement touchés. Rabat n'est pas encore prêt à rentrer chez lui. À l'hôpital, on le surnomme le survivant. Courant mars, l'homme de 54 ans tombe malade, le début d'une longue descente aux enfers. On lui diagnostique une grippe au départ. Finalement, Rabat a bel et bien contracté la Covid-19. Il va rester dans le coma pendant 2 mois et subir une trachéotomie. Arrivé il y a 15 jours, il retrouve tout doucement son souffle et sa motricité. Rabat, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici depuis quelques semaines. Oui. Comment se passe votre rééducation ? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. J'ai des séances de rééducation respiratoire avec les kinés. On fait de la marche, de vélo et des mouvements qui sont adaptés à mon cas. Donc, comme on peut le voir, Rabat a été lourdement touché, et s'il a été lourdement touché, comme on disait tout à l'heure, c'est parce que c'est une maladie systémique. Alors, en quoi c'est une maladie systémique, la Covid ? Alors c'est vrai que c'est un mot compliqué, maladie systémique, pas forcément facile à comprendre pour tout le monde. En fait, pour schématiser de façon assez simple, vous rencontrez le virus, il y a une phase virale à la maladie, le virus va se répliquer, va profiter de votre machinerie cellulaire pour se disperser à l'intérieur de votre organisme et va faire des dégâts sur un certain nombre d'organes, la cible principale étant le poumon. Et puis, comme dans beaucoup de maladies infectieuses, quand on en a les moyens, l'organisme répond et fabrique une défense. Cette défense, c'est un mécanisme inflammatoire à l'intérieur duquel vous avez des cellules qui nettoient et des cellules qui fabriquent des anticorps. Et c'est cette réponse en fait qui devient un petit peu exagérée et
pathologique pour l'homme. C'est ce que les gens ont entendu, c'est le fameux orage cytokinique. Exactement, voilà. C'est tout à fait ça. Et donc ces dégâts inflammatoires se font sur beaucoup d'organes, notamment la vascularisation pulmonaire, et ce qui provoque tous ces dégâts, qui se surajoutent parfois d'ailleurs à la ventilation qu'on a proposée à ces malades pendant la première phase. Et c'est peut-être ce qu'on n'a pas bien compris au début. On ne savait pas que c'était une maladie systémique. Et aujourd'hui, on sait beaucoup mieux prendre en charge ces malades. On a fait beaucoup de progrès en réanimation. Exactement. Déjà, on ne ventile pas tout le monde parce que il faut bien comprendre que ventiler quelqu'un avec des pressions très élevées, ça provoque des dégâts pulmonaires. Donc vous ajoutez des dégâts aux dégâts. C'est ce qui a provoqué un petit peu cette confusion sur les fameux malades qu'on entre guillemets, triés. En fait, on n'a jamais trié des malades. On a regardé s'ils étaient éligibles à ces traitements délétères. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, maintenant qu'on a identifié un petit peu les mécanismes de cet orage cytokinique, on a imaginé les molécules qui pouvaient l'amoindrir, voire parfois le prévenir. Donc, dans un premier temps, en première phase de la maladie, augmentation de la charge virale. Et là, si le corps réagit mal, orage cytokinique. Donc il y a vraiment deux phases dans la maladie, c'est ça ? Exactement. Alors, vous dites augmentation, c'est l'augmentation jusqu'aux symptômes. À partir des symptômes, la charge virale va progressivement diminuer pour, au 7-10e jour, l'organisme rentre dans une phase inflammatoire. Alors maintenant, on va rencontrer en duplex Jacques Doury, qui est avec Angélique. Une expérience pas banale, vous allez voir. Vous m'entendez, Angélique ? Oui, Jean-Claude, je vous entends. Donc Jacques Doury, directeur du foyer d'accueil médicalisé Les Béthanies à Menucourt, qui accueille des patients atteints de troubles psychiques. Tout à fait. Bonsoir. Alors effectivement, vous, pas commun, la moitié de vos résidents ont contracté la Covid-19. Oui, tout à fait. En fin de compte, au début, quand il y a eu les premiers signes, on savait pas trop ce que c'était, je dirais, la Covid-19. Donc on a mis 1 ou 2 jours à réagir et très vite on s'est aperçu que de 2, 3, 4, 5, il s'est monté très vite à 14 patients, résidents atteints de la Covid-19. Et donc très vite on a dû mettre en place tout un dispositif pour essayer d'endiguer cette montée. Et nous avons dû confiner tous les résidents dans l'établissement, mettre en place tout un dispositif pour accueillir le personnel, parce que toute la structure était devenue Covid. Et donc on a mis en place un lieu pour se changer, des SAS, etc. Et très vite, on manquait de moyens. Et du coup, on a fait appel à la solidarité du département et des communes. Et nous avons été aidés par la commune de Menucourt, aussi par le collège, avec beaucoup de matériel qui nous a été prêté. Et ça nous a permis justement de limiter cette situation grave qu'on a pu vraiment restreindre. Et après, on s'est retrouvé dans un problème technique, tout simplement la gestion de tout ce qui est entretien du linge, tout ce qui est, etc. Et les résidents qui étaient aussi des fumeurs, donc on a mis en place une banque pour un bureau de tabac interne. Donc on allait chercher le tabac pour tous les résidents, ainsi que pour faire les courses. On a mis en place un système avec Carrefour Market. Et je les remercie de leur solidarité, de nous permettre de pouvoir faire les courses avant tout le monde et pouvoir redistribuer aux résidents. Mais en même temps, il fallait gérer la décontamination du linge, gérer tout l'entretien. Et il a fallu faire des lavages qui duraient énormément de temps. Et à un moment... Au point où vous êtes 3, vous êtes relayés pendant 1 mois, nuit et jour, pour pouvoir laver ce linge. Tout à fait. Donc on est resté sur place, dormir sur place, parce que faire décontaminer le linge, ça vous prend 1 heure. Vous devez faire un lavage après, ça vous prend aussi 1 heure. Faut faire sécher et préparer pour le lendemain matin 7 heures. Du coup, on s'est retrouvé pris dans un système où jusqu'à 1 heure du matin, on faisait tourner les machines. Donc on vivait sur place. Et du coup, ça crée une très grande solidarité entre les salariés et l'équipe de cadre qui aujourd'hui s'en ressent encore. Et du coup, nous préparons au cas où il y aurait une deuxième vague. Nous sommes prêts à, je le souhaite pas, mais si demain ça devrait revenir dans la structure, nous sommes prêts à pouvoir gérer la Covid-19 d'une manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus décontractée. Je dirais parce qu'on a eu énormément de problèmes de personnel et je remercie aussi chaleureusement la plateforme ARS qui nous a été très utile pour trouver du personnel et aussi des personnes qui étaient sur la ville de Menucourt, qui étaient sans travail, qui pendant cette période de confinement, ne savaient pas trop quoi faire. Ils sont venus nous aider et nous ont permis de pouvoir tenir cette période parce qu'on s'est retrouvé à un moment avec moins 50% de personnel. Comment est la situation actuellement ?
Alors actuellement, nous fonctionnons, à la grande surprise des résidents, portent très bien le masque, ainsi que les professionnels. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes contents. Nous avons 0 cas Covid dans la structure. Mais dès que nous avons le moindre signe, nous faisons des tests PCR qui fonctionnent bien. Le seul petit détail, des fois, c'est le délai pour avoir la réponse à ces tests, qui est des fois un peu long, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est embolisé ces services par des personnes qui ont peur et viennent faire des tests alors qu'ils n'ont pas forcément besoin. Et nous, quand on fait ces tests, malheureusement, des fois, on est obligé d'attendre 8 jours pour avoir les résultats. Mais à part ce petit détail, aujourd'hui, on n'a pas de souci, personne n'est malade. On l'a vu aussi, là, les visites sont importantes et vous avez pu remettre en place ces visites en mettant en place un dispositif assez spécial. Oui, tout à fait. En fin de compte, nous sommes sur un domaine où il y a beaucoup d'espaces verts et donc on a installé une tente à l'extérieur de la structure pour permettre aux familles de venir en respectant bien sûr les gestes barrières. On a mis un système pour pouvoir mettre les gens à une bonne distance de mètres. Ils sont en plein air, ils peuvent voir leurs protégés sans se mettre en danger eux, sans mettre en danger aussi leurs enfants ou leurs jeunes adultes. Et en même temps, ça évite aussi qu'ils rentrent dans la structure et on ne sait jamais de pouvoir transmettre le virus dans la structure. Donc vraiment, ça se fait à l'extérieur. Et si aujourd'hui on va vers un temps, je dirais, un peu maussade et froid, nous avons la possibilité d'accueillir les personnes dans un lieu complètement neutre à l'extérieur de la structure. Ce qu'on appelle la salle des familles est un lieu un peu plus loin de la structure où on peut aussi accueillir des familles dans une pièce chauffée. On va désinfecter au fur et à mesure pour pouvoir les accueillir et continuer ces accueils parce que c'est très important pour eux qu'ils puissent continuer à recevoir et voir leur famille. Merci Monsieur Doury pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes directeur du foyer d'accueil médicalisé Les Béthanies à Menucourt. À tout à l'heure pour un prochain invité. C'est formidable ce qu'ils ont fait, non ? Ils sont exceptionnels. Je suis allée les voir à la fin du confinement pour les remercier et je me suis rendu compte qu'on avait là une équipe extrêmement soudée et que l'une des difficultés dont Monsieur le directeur n'a pas parlé est qu'il a fallu expliquer aux jeunes, aux personnes qui sont au foyer médicalisé, ce qui leur arrivait. Et ça a été compliqué parce que psychologiquement, c'est pas évident du tout à comprendre. Et donc ça a été vraiment, je pense, de leur part, de la part des éducateurs et de l'équipe de cadres, un effort particulier pour que tout le monde... Et quand j'y suis allée, il y avait les masques, les gens comprenaient ce qui se passait, ils étaient prêts à continuer comme ça, à vivre. Je crois que c'est exceptionnel, exceptionnel. Édouard Deveau, avant de se quitter une première fois, vous allez revenir après sur le plateau. J'ai une question à vous poser. On a souvent entendu parler de comorbidité. Comorbidité, personne à risque, c'est deux notions étroitement liées. Qu'est-ce que c'est une comorbidité? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qu'une personne à risque? Oui, la morbidité, on peut souvent la confondre avec la mortalité. La mortalité, c'est ce qui emmène vers la mort. La morbidité, c'est un défaut en fait physique acquis le plus souvent qui vous pénalise dans la manière dont vous allez lutter avec une maladie. Une des comorbidités les plus connues, c'est le diabète. Et donc le diabète est quelque chose qui abîme beaucoup les organes internes et tous, les nerfs, le cœur, les vaisseaux. Et donc, quand vous êtes diabétique et que vous avez des complications, ça s'appelle une comorbidité et ça vous empêche de lutter correctement. L'obésité a été une des plus grandes comorbidités à l'origine de la mortalité dans la Covid-19. C'est pour ça aussi peut-être que les personnes âgées ont été plus touchées parce que c'est celles qui ont le plus de comorbidité. Tout à fait. Il y a effectivement la polypathologie, c'est quelque chose qui touche les plus âgés d'entre nous. On sait qu'à partir de 80 ans, il y a seulement 10% des malades qui n'ont qu'une seule maladie. Donc vous imaginez un peu l'ensemble de toutes ces pathologies qui malheureusement les pénalisent dans la gestion de la Covid. Cependant, comme c'est une maladie inflammatoire et que le système aussi inflammatoire a une performance qui décroît avec l'âge, parfois on pouvait récupérer un petit peu sur le plan des comorbidités. Alors, il y en a qui s'en sortent, heureusement, et beaucoup, et bien. On va voir Nicole. Nicole, 6 mois après, Nicole, elle a eu la Covid. Nicole, 6 mois après, on voit ça tout de suite. Merci, docteur Deveau, on vous retrouve tout à l'heure. Nicole, ça fait moins de 3 mois qu'on s'est vu au centre de rééducation à Cours. Alors la première question, évidemment, c'est bien sûr de vous demander comment est-ce que vous allez. J'ai pas mal évolué dans le bon sens.
Du fait que j'ai eu le bonheur de passer chez mes enfants 2 mois à la montagne, je me suis forcée petit à petit en sortant de chez eux à marcher. Alors bien sûr c'est la montagne, vous sortez à gauche, vous montez, vous allez à droite, ça descend. Puis après petit à petit je suis montée plus haut, je suis redescendue, descendue plus bas, etc. J'ai gagné dans la marche, beaucoup. Là aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous avez repris une vie normale, en tout cas celle que vous aviez auparavant? Presque, il n'y a que le côté que je contrôle quand même ça, qui est pesant à l'épaule, mais presque normal, oui. Mais ce qu'il y a, il y a une chose qu'il faut que je me méfie, c'est quand je me sens bien tout ça, j'allais hop, je fais ci, je fais ça, etc. Et je sens après quand même que j'ai un petit coup de fatigue, qu'il faut que je me pose. Vous nous rappelez un peu à quoi sert cette machine? Normalement, ça filtre l'oxygène de l'air. Et instantanément, vous sentez que ça vous aide? Ah oui, quand j'en ai besoin, oui, je le sens bien. Alors, vous vous en servez quand de cette machine? Dans un premier temps, je portais cet appareil pour sortir n'importe comment, ça c'est sûr, pour marcher, même actuellement. Puis petit à petit, je me suis aperçue que je pouvais ne pas m'en servir à la condition de ne pas faire des grandes distances. Mais il ne faut pas que j'en abuse de l'absence de l'appareil quand même, je le sens bien, pour quand même que les poumons reprennent bien leur capacité, je pense. Est-ce que vous avez gardé des symptômes liés à la Covid-19? Les tremblements qui sont en train de s'éliminer. Quand je suis arrivée à un cours, qu'il a fallu que je fasse le chèque pour la télévision, je dis c'est pas vrai, à trembler, à ne pas pouvoir écrire. Et là, j'arrive, j'écris. Je me suis forcée à un cours à faire des pages d'écriture, etc. et tout. Et quand je suis fatiguée le soir, oui, je peux sentir un léger tremblement dans les mains. Voilà, je ne sais pas si c'est la Covid ou si c'est le montant du chèque qui l'a fait trembler, mais en tout cas, elle s'en sort bien. Une Valdoisienne en forme, quand même. Voilà, c'est une Valdoisienne en forme. J'étais heureuse de la voir, en tout cas. C'est Philippe Rouleau, vous nous avez rejoint sur le plateau, vous êtes maire d'Herblay. J'ai une question à vous poser à tous les deux, mais on va la poser à Philippe en premier. Quelles étaient les attentes et les craintes de la population en cette période totalement inédite ? Alors les craintes, elles étaient nombreuses. De toute façon, il suffisait de regarder la télé, c'était suffisamment anxiogène comme ça. Donc en fait, en cas de difficulté, on se retourne tout de suite vers des élus de proximité. Et je crois que les maires et le conseil départemental, vous avez dit que je suis maire, mais je suis aussi vice-président du conseil départemental du Val d'Oise, donc on est en proximité avec les citoyens. Et tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour les accompagner, pour les aider. Et j'ai mis en place beaucoup de choses, notamment un plan de continuité d'activité, parce qu'il a fallu aussi préparer la suite et continuer à proposer des activités majeures pour les collectivités. Donc avec la direction générale de la mairie d'Herblay-sur-Seine, on a mis en place ce plan de continuité d'activité. Et puis, il faut se rappeler que c'était au lendemain des élections municipales, du premier tour des élections municipales, donc des mélanges, une confusion alors content d'avoir été élu, mais en même temps sous le choc. Hein, tu l'as dit tout à l'heure, Marie-Christine, un choc très très important. Et puis le poids de la responsabilité également, de se dire, les élus locaux, on est là, il y a une forte attente des citoyens, donc j'ai à ma disposition beaucoup de moyens, parce que la ville d'Herblay, par exemple, c'est 600 salariés. C'est des véhicules, c'est des bâtiments, c'est beaucoup de moyens. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'organiser au mieux pour répondre aux attentes des concitoyens? Et on a fait beaucoup de choses à Herblay-sur-Seine. 2-3 exemples. Alors les exemples, 2-3, il y a beaucoup plus que 2-3. On n'a pas le temps pour beaucoup plus. Voilà. 2-3, même 2. La plus grosse chose, c'est on a mis en place ce que j'ai appelé un centre d'entraide. C'est-à-dire que la mairie, on l'a oublié, on a pris un gymnase et c'est là qu'on a concentré toutes les aides pour les citoyens. Un centre d'entraide dans lequel on faisait des photocopies pour les parents qui étaient devenus des professeurs pour les enfants. On centralisait tout ce qui était dons pour les citoyens et puis également un numéro d'appel parce qu'il fallait que les gens nous appellent et des tests PCR qu'on a organisés également sur ce centre d'entraide.
c'était important. On va y revenir plus longuement tout à l'heure, mais l'articulation département, local, c'est primordial. C'était extrêmement important. Et je pense que le département du Val d'Oise, comme beaucoup de mes collègues, ont bien, si vous voulez, fait justement cette liaison, le lien avec les communes. Mais d'abord, on avait à organiser aussi, nous, en interne. C'est-à-dire que j'avais des services qui continuaient à travailler pendant cette période parce que il y avait du besoin d'action sociale, il y avait besoin d'écouter, il y avait besoin d'être sur le terrain. Donc les PMI, par exemple, tout ça, ça continuait. Et donc il a fallu que nos services s'organisent. Donc j'ai mis en place une cellule de crise administrative, donc interne. Et puis on a mis une cellule de crise logistique. On a vu qu'au bout de 8 jours, il allait falloir trouver des masques, il allait falloir trouver des surchaussures, des charlottes, etc. J'avais épuisé tout ce que j'avais dans les collèges. On en a 111, donc on avait tout vidé. On avait distribué là où on pouvait. Et là, à partir de là, la crise logistique, la cellule logistique a travaillé nuit et jour parfois. C'est incroyable. On va y revenir dans le détail. On y reviendra. Un autre relais précieux, on va retourner voir Angélique très bientôt, un autre relais précieux, c'est le relais associatif. Sans les associations, on ferait pas grand-chose. Et Angélique, justement, est avec Sylvain Le Chaton. M'entendez, Angélique? Le Chaton. Oui, fondateur du collectif Blues pour l'hôpital. Alors, Monsieur Le Chaton, vous êtes là pour nous raconter une belle histoire qui illustre l'incroyable élan de solidarité né dans ce contexte de crise sanitaire. Alors, tout est parti d'un appel de l'hôpital de Pontoise sur les réseaux sociaux. Oui, auprès de 5 dirigeants du Centre des jeunes dirigeants du Val d'Oise, dont la femme de l'un d'entre eux a relevé cet appel. Donc on est parti comme ça avec Mathieu, avec Clément de Sousa qui a mis à disposition, au travers de sa société Accessit, qui a mis à disposition son outil industriel, et puis Mélanie sur la comptabilité. Et puis voilà, on était 5 à démarrer sur ce projet. Au début, quelques couturières, dont la présidente d'une association de couturières qui travaillait pour Mathieu, donc sa comptable, et puis effet boule de neige, avec de plus en plus de couturières qui, via les réseaux sociaux, se rejoignent à cet élan de solidarité. Ça donne un incroyable réseau de couturières et de livreurs pour venir aider, soutenir les hôpitaux, les personnels soignants. Oui, puisqu'au final, ce sont plus de 1100 couturières, plus de 370 livreurs, plus d'une trentaine de bénévoles permanents qui se relaient pendant toute cette période pour pouvoir fournir des surblouses pour nos personnels soignants. Notre fil rouge, c'est protéger nos soignants. Donc on a démarré avec les hôpitaux et puis très rapidement on est intervenu sur les EHPAD à la demande et avec le partenariat du conseil départemental du Val d'Oise justement pour cette dimension EHPAD. Alors ça donne 55 000 blouses distribuées, 1100 couturières, 370 livreurs, parce qu'il faut le dire, de ce collectif né dans le Val d'Oise sont nés 7 autres collectifs un peu partout dans la région. On a eu en fait comme idée d'être capable de démultiplier très facilement. La manière de démultiplier, c'était déjà de fournir aux couturières des kits prêts à coudre avec le tissu prédécoupé, très important, d'où l'entreprise Accessit qui a pu nous faire ces découpes, le tissu prédécoupé, l'élastique et le fil. Ce package était livré aux couturières par nos livreurs bénévoles. Et 2 fois par semaine, ces livreurs allaient récupérer les blouses cousues pour qu'on puisse ensuite les remettre directement aux hôpitaux ou au département pour les EHPAD. Est-ce que vous avez été surpris par cet effet boule de neige que vous avez suscité ? C'était totalement phénoménal. Moi, je suis chef d'entreprise, je suis aussi dirigeant associatif. J'ai jamais vécu une aventure humaine pareille. C'était vraiment un pied intégral dans l'organisation et dans tous ces gens qui voulaient faire pour le bien des autres sans aucune autre envie. C'était juste faire, et protéger les soignants, faire le bien, le bénévole. Alors, Blues pour l'hôpital, ça en est où aujourd'hui au moment où on se parle ? Donc aujourd'hui, l'opération Blues pour l'hôpital a été terminée fin juin. Donc pour le moment, il n'y a plus de couturières qui cousent de surblouses. Il y a eu une suite à ça, qui est la guilde des métiers de l'aiguille, avec des couturières pros, dont l'objectif était de les faire travailler, en étant rémunérés cette fois-ci, pour fabriquer des équipements de protection pour nos personnels soignants. Donc il y a une vraie volonté derrière de prolonger un petit peu cette initiative. Oui, ça a été en fait une demande des couturières dans un premier temps, des couturières bénévoles qui disaient mais on n'arrête pas de demander aux couturières pros de faire des choses gratuitement alors qu'elles n'ont plus de revenus. Et l'idée a germé juste de ça pour ensuite aboutir à cette idée de création d'une guilde. Donc vous avez un stock, j'imagine, à disposition là ?
Oui, alors c'est un peu la problématique que l'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'il y a plus grand monde pour acheter des surblouses parce que les hôpitaux, parce que les pouvoirs publics passent par des marchés publics et nous ne sommes pas dans un marché public. Donc aujourd'hui, oui, il y a un stock de 2000 surblouses qui ont été fabriquées par ces couturières pro et qui cherchent preneurs, oui. Merci beaucoup Sylvain Le Chaton d'être venu nous parler de cette belle initiative qui est la vôtre. Merci au département également parce que c'est lui qui, par une subvention de 20 000 € dès le début de notre opération, a permis déjà de nous aider tout simplement et surtout de nous crédibiliser auprès des autres acteurs. Merci. Un mardi soir, on me parle de ce dynamisme, de cette action, et on me dit ça va s'arrêter parce qu'ils n'ont plus d'argent pour acheter le tissu. J'avais le droit de décider. Mes collègues le savent, ils l'ont entériné après cette décision. J'ai donc décidé le mardi soir que dès le mercredi, il fallait que 20 000 € soient sur la table pour les aider à acheter le tissu. On était dans l'urgence à l'époque. Et ça s'est fait. Et c'est là où on voit toute la souplesse, en fait, d'un département comme celle d'une ville. Oui. Il faut des capacités de décision locales et des budgets qui sont... Philippe Rouleau, avant que vous nous quittiez, comment ça s'est passé à Herblay en 30 secondes avec les associations ? Alors très bien, moi j'ai bien aimé ce qu'il a dit, une aventure humaine. Il a même rajouté c'était le pied intégral. Alors je sais pas si c'était génial, le pied intégral. Bon, et je vois bien ce qu'il veut dire, même si c'est vrai que c'était un drame. Mais nous on a été là aussi pour accompagner cette ferveur, cet élan de solidarité. En fait, les gens se sont dépassés quand ils disaient. Et on a vu des choses, c'est qu'on a vu des aventures humaines extraordinaires. J'ai le temps, juste une petite anecdote. Vous n'avez pas le temps, mais vous allez nous la raconter. Voilà. Je vais la prendre. J'ai une belle histoire, parce que c'est aussi plein de belles histoires. On a monté un groupe Facebook qui s'appelait Herblay-sur-Seine Solidaire, et les gens venaient et disaient leurs besoins. Une femme, un soir, a dit qu'elle était seule, qu'elle avait le Covid, qu'elle avait un enfant en bas âge, et qu'elle n'avait plus la force de faire un dîner. Vous voyez, je lui ai apporté moi-même en fait son dîner et derrière tous les gens lui ont apporté à manger. Voilà, c'est des belles histoires, voilà, effectivement. C'est des belles histoires. Vous voyez que je vous en parle, j'ai un peu des frissons. Oui. Voilà, il y a eu ça aussi pendant cette crise. Merci Philippe Rouleau. On va voir alors en ce moment dans l'actualité les jeunes sont sous les spots parce que on dit qu'ils respectent pas forcément bien les gestes barrières. On va voir un sujet tout de suite à ce propos. Je crois que c'est le préfet du Val d'Oise qui s'exprime. Nombre de ces jeunes sont souvent des porteurs asymptomatiques, donc qui ne manifestent pas les symptômes donc du coronavirus. L'important, c'est de les détecter, c'est de les inciter à faire cette démarche pour les détecter. Et s'ils sont effectivement porteurs positifs, les alerter donc sur leur situation et leur demander de prendre un certain nombre de précautions afin d'éviter que d'autres jeunes ne soient contaminés. Et in fine, c'est aussi, je dois le dire, l'un des objectifs, éviter que des tranches de population qui sont plus à risque que les jeunes le soient également, notamment toutes les tranches de population qui sont au-dessous de 50 et 60 ans, dont on sait, et pour lesquelles on sait que la Covid-19 est vraiment un risque terrible. Comment ça s'est passé à Omerville ? On va retrouver en duplex Angélique qui est avec qui vous êtes, Angélique ? Alors je suis avec 2 habitants d'Omerville parce que voilà un autre bel exemple de réseau d'entraide qui s'est instauré pendant cette crise sanitaire. Donc Loïc Alban, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes habitant de ce petit village du Vexin de 300 âmes. Et alors, petit village sous le feu des projecteurs, qu'on peut naturellement nommer village au grand cœur parce qu'il s'est passé énormément de choses là où vous habitez. Alors racontez-nous. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, Marie-Christine Cavecchine parlait de tremblement de terre. Et nous, à Omerville, un petit village au nord du Val d'Oise, en plein cœur du Vexin, 317 habitants, il y a eu un véritable élan de solidarité et de générosité. Tout le monde s'est retrouvé un peu paniqué. On se demandait, c'est des nouvelles périodes qui arrivaient, une épidémie, et tout le monde s'est un peu pris au jeu et de se dire, il faut aider. En tout cas, aider qui ? Aider les habitants, les personnes âgées, vérifier que elles avaient bien de quoi pour se nourrir, que les médicaments étaient disponibles. Donc il y a eu Muriel, Claudine qui sont allées veiller justement à ce que l'ensemble des personnes âgées soient en forme et que tout aille bien pour elles. Et puis il y a aussi l'attention aux enfants.
Donc la maîtresse d'école s'est aussi dynamisée pour produire les cours à distance chez les uns, chez les autres. Et puis s'occuper de sa journée aussi, ça fait long, chacun est enfermé chez les uns, chez les autres. Qu'est-ce qu'on fait d'une journée? Alors du coup, il y a eu des temps. Donc il y a une habitante qui proposait du yoga, donc l'écoute de son corps, donc après déjeuner vers 14h. Ensuite, il y a Alexandra, une voisine là qui tient une compagnie Pachichi, qui proposait des petits quarts d'heure des histoires chaque jour. Donc ça peut tempérer aussi le temps. Et puis il y a Cindy qui est guide conférencière au parc qui proposait de découvrir le Vexin, donc le village d'Aumerville, mais également les villages environnants. C'est d'autant plus important quand on vit dans un petit village comme Aumerville de s'aider. Ah là oui, on était un peu enclavé, on était au sein dans notre petit village à 8 minutes de la première ville qui est Magny-en-Vexin, et c'est vrai que on s'est posé des questions. Alors comment on va comment préparer ces repas, avec quels aliments? Donc instinctivement, on s'est dit on a des producteurs pas très loin, c'est chouette, on va aller les aider. Là eux, ils pouvaient pas trop en tout cas on était à la rencontre du champignonnier de Saint-Ouen-l'Aumône qui s'est retrouvé avec 2 tonnes de champignons sur les bras, et on a l'ensemble des villes a joué la carte de la solidarité, et donc on a distribué des champignons via des commandes groupées. On a également travaillé avec un producteur d'asperges, c'était la saison, et donc petit à petit on a égayé, puis créé un contact. Il fallait manger, il fallait se rendre utile, et puis justement s'approvisionner auprès de nos producteurs locaux était vraiment quelque chose d'important. On n'oublie pas non plus le savonnier de Marine qui produisait du savon et du gel hydroalcoolique. On avait également la filière horticole. Donc du coup, on a pu fleurir ces petites jardinières devant la maison. Et puis c'était la période pour préparer son potager. Donc là, pareil, en tout cas, les légumes là sont en pleine production en ce moment. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir des belles activités et en tout cas, on n'a pas eu de quoi s'ennuyer. Alban, vous êtes couturier, vous avez aussi mis votre talent au service de cette solidarité. Hein. Oui, très vite, pendant le début du confinement, mon activité s'est retrouvée à l'arrêt comme de nombreuses entreprises. J'avais la chance pour une fois d'avoir un savoir-faire qui était nécessaire, qui était utile. Donc très vite, je me suis mis en ordre de marche pour pouvoir, dans un premier temps, fabriquer des masques. D'abord aligné à l'échelle du village, je voulais aider les gens du coin et du village à s'approvisionner en masques qu'on ne trouvait pas. Et en fait, une boîte de distribution de masques devant chez vous. Exactement, oui, j'avais mis une boîte devant la fenêtre pour aussi garder la distance et que les gens puissent venir se servir librement sans être gênés ou avoir peur de déranger. Sauf qu'ensuite, la chose a pris beaucoup d'ampleur et pendant toute la durée du confinement, j'ai produit à peu près 2000 masques dans mon atelier. Ce à quoi s'est rajouté un projet, là encore, de surblouses, des surblouses lavables à la demande d'un centre de rééducation qui n'avait pas été doté, qui nous a contactés. Donc j'ai emmené des couturières, on a monté un petit collectif à l'échelle de notre village et on a fabriqué 250 surblouses, on a trouvé 600 mètres de tissu, on a levé des fonds et donc les métiers de la couture, on s'est mobilisés et on a essayé de se rendre utile. Qu'est-ce qui vous animait dans tout ça ? Justement, se rendre utile, le fait que on arrivait à fédérer les gens autour de nous, que de montrer une belle image de notre village parce qu'on est fiers de notre village, et du coup tout ça a fait qu'on s'est senti un peu pousser des ailes, on s'est dit mais il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On le faisait pour nous, pour les autres autour, et du coup après ça a été un cercle vertueux, d'autres se sont ajoutés, les villages environnants se sont greffés à nous, ont essayé de récupérer les bonnes idées, ou on a essayé de faire des effets de groupe pour faciliter les choses, et tout ça a été une dynamique qui nous portait, les gens étaient demandeurs, donc on essayait de leur proposer le mieux qu'on pouvait. On l'a vu, les réseaux sociaux ont été centraux dans tout ça, parce que vous avez créé votre page Facebook, tout était centralisé à ce niveau-là, et on l'a vu, ça marche bien, ça a beaucoup fonctionné par ce biais-là. C'était un moyen très utile parce qu'on se retrouve tous confinés chez soi, on doit limiter les contacts, limiter les sorties. Donc Internet, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de magique pour ça. Et en plus, on avait une page qui était déjà très suivie, les gens la connaissaient, donc ça a été très facile de mettre en place et de diffuser des informations assez rapidement et du coup de pouvoir faire circuler les messages de prévention, mais aussi de toutes les actions qui pouvaient se passer.
Merci à tous les deux. Oui, vous voulez rajouter? Et on pouvait peut-être rajouter aussi que du coup pendant la période de confinement, le confinement s'est terminé, mais aussi on a eu à cœur, en lien avec le préfet du Val d'Oise, d'organiser aussi le premier marché. Donc tous les premiers dimanches du mois, il y a un marché au Merville et on tenait à ce que dès le 5 mai, il soit activé en respectant les gestes barrières. D'ailleurs, on avait un échassier du haut de ces 2 mètres qui faisait respecter le mètre de distanciation entre chaque personne. Et puis une petite pensée aussi vu qu'on n'est pas très loin de la CMA, aux créateurs, aux artisans d'art et à toute la filière artistique aussi qui durant cette période est en difficulté. Les salons s'annulent, etc. Et c'est vrai qu'on a tenu à ce que au Merville, mais dans tous les villages alentours, cette solidarité se joue aussi. Donc le lien avec les producteurs locaux, le lien avec les artisans dans cette période où tout le monde doit se serrer les bras. Parce que du coup, c'est l'économie qui est en jeu, des familles, et que c'est vrai que il faut toute cette énergie, elle va bien plus loin aussi que ce qu'on a pu lancer. Merci beaucoup à tous les deux. On a été très très long, il faut vraiment qu'on aille très vite maintenant. On avait un sujet sur le dépistage, je pense qu'on va pas avoir le temps de le passer. En un mot, dépistage, la différence entre PCR, test sérologique, 2 types de tests, 2 types de questions, 2 types de réponses. Très simple. La PCR, c'est pour détecter le virus qui est à l'intérieur de vous. La sérologie, c'est pour détecter la réponse que vous avez eue face au virus. PCR, je suis malade. Test sérologique, j'ai été malade. Exactement. C'est ça, hein, voilà. Et demain, qu'est-ce qu'on a appris? Comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça, docteur Edouard? On a bien progressé sur la description de la morphologie de l'épidémie et pour se préparer, c'est extrêmement important parce qu'il faut savoir observer les courbes. Si on s'en souvient bien, peut-être qu'on a raté quelque chose à la première vague, c'est que le début de la courbe, même sur des tout petits effectifs, avait une morphologie hyperbolique, une exponentielle. Si on regarde aujourd'hui les morphologies des courbes, la croissance des effectifs de malades en réanimation, c'est linéaire. Voilà. Et puis ce qu'on a appris, c'est que les mesures barrières, ça fonctionne. Et donc si les mesures barrières fonctionnent, il faut les appliquer. Alors il faut les expliquer si possible à 100%, mais à partir du moment où on les applique et qu'on fait le mieux possible, déjà la morphologie de l'épidémie va s'en trouver modifiée. Les mesures barrières, on les rappelle, c'est lavage des mains, la distanciation et le port du masque. Le dernier duplex, Angélique, mais alors cette fois-ci vraiment aux 30 secondes parce qu'on n'aura plus le temps. Vous êtes avec la protection civile. Édouard Deveau mettait en évidence l'importance de l'anticipation. Comment on anticipe sur le terrain avec la protection civile? Alors Adrien Graton, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement de la protection civile. Alors Jean-Claude vous a posé une question. Comment est-ce qu'on anticipe à votre niveau, vous? Alors l'anticipation s'est fait avec les différents services, que ce soit l'Agence régionale de santé ou le SAMU 95, où très rapidement au début du Covid, il était identifié qu'il y avait potentiellement des soucis pour justement pouvoir acheminer rapidement les victimes si c'est nécessaire, et des problèmes en maison de retraite, bref, des problématiques dans plein de domaines différents. Et là, entre l'ARS et surtout avec le SAMU 95, une collaboration, une mutualisation a été faite justement pour mettre à disposition des moyens, des bénévoles pour atteindre les objectifs. Justement, vous bénévoles, vous en avez plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés pour aussi apporter leur aide. Oui, effectivement, on était 130 secouristes avant le Covid. On a recruté 70 bénévoles depuis le début du Covid, qu'on a essayé de former au maximum cet été, dans le but justement d'avoir une réponse opérationnelle toujours plus importante. Merci Adrien Graton. Merci beaucoup. Merci Angélique. Alors j'ai eu la permission de la régie de déborder un petit poil parce qu'on me dit que c'est passionnant tout ce qu'on dit. Alors on va diffuser quand même ce sujet sur le dépistage parce que c'est un problème important et les gens se posent beaucoup de questions sur le dépistage. On le regarde tout de suite. Pour augmenter sa cadence de tests hebdomadaires, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France prévoit l'ouverture prochaine de 2 centres permanents. L'un à Cergy, dans les locaux de la CAF, l'autre à Argenteuil, dont le site n'est pas encore arrêté. Objectif, dépister 1000 personnes supplémentaires chaque jour. Cela porterait le nombre de tests hebdomadaires à 21 000 dans le département, contre 18 000 actuellement. Nous avons passé l'été et depuis le 25 mai à sillonner le département avec plusieurs installations éphémères d'une journée. L'automne arrive, il faut donner plus de lisibilité à notre dispositif. Environ 1100 nouvelles contaminations sont comptabilisées chaque semaine dans le Val d'Oise. Actuellement, 214 personnes sont hospitalisées,
dont 15 patients en réanimation. Cela représente environ 30% des lits disponibles dans le département. Oui, il y a un point qui est important, docteur, c'est on vient de parler de contamination, c'est la contagion aussi. À partir de quel moment on est contagieux? Est-ce qu'on est contagieux avant la déclaration des symptômes? Comment ça se passe? Et combien de temps on est contagieux après? Très bonne question. Ce qu'on sait à peu près, c'est là que la Covid est problématique, c'est qu'on est contagieux avant les symptômes. Ça veut dire que c'est difficile de déterminer à quel moment on l'est parce qu'il faut se repérer par rapport à un contact contaminant. Et en gros, ce qu'il faut retenir, c'est le chiffre de 60 heures, ce qui fait 2 jours et demi. Donc 2 jours et demi avant vos symptômes, vous êtes potentiellement contagieux, avec une croissance du potentiel contagieux pendant ces 60 heures, avec une acmé au moment de la révélation symptomatique. Pour ce qui est de la contagion après, c'est décroissant globalement du jour des symptômes jusqu'au 7e, 10e jour. Voilà, donc c'est très embêtant parce que on peut être, on ne sait pas finalement si on a la maladie et on ne sait pas si on est contagieux. Et avec ces problèmes de tests et les résultats qui arrivent bien après, hein, c'est très compliqué en fait de tracer tout ça. Marie-Christine Cavecchi, on n'était pas préparé, personne n'était préparé, ni les médecins, ni la société, ni les politiques. Non, mais c'est là où on voit quand même le génie humain, cher monsieur. C'est qu'on a su réagir et que finalement. Vous tourniez vers moi quand vous parlez de génie humain. C'est pas comme ça. Non, mais je trouve que vous avez entendu les témoignages tout à l'heure. Fantastique. Hein. Ça veut dire chacun a puisé en soi la force de pouvoir et l'imagination a été au pouvoir et puis l'envie d'aider. L'envie d'être positif, l'envie d'aider. On était tous dans des difficultés incommensurables, hein, finalement. Personne n'avait imaginé cela. Et c'est ça que je trouve bien. Et les politiques ont fait le job. Je peux dire quelque chose ? Ben, allez-y. On a quand même eu un souci au départ, c'est que en fait, on a eu quelques messages contradictoires de la part à haut niveau, et je pense que ça a troublé le paysage. Ensuite, on a eu les scientifiques. Et ça continue de le troubler d'ailleurs. Ça continue de le troubler, mais je pense que justement, c'est ça la difficulté qu'on a à gérer aujourd'hui, qui est à gérer. Et du coup, on a la partie scientifique sur laquelle on doit s'appuyer, naturellement. C'est eux qui savent, quelque part. Après, il y a des politiques qui doivent prendre des décisions. C'est difficile de prendre des décisions quand on est en haut de l'État. Mais je pense que ce qui a troublé les gens, c'est que effectivement, il y a eu des messages contradictoires au niveau politique, mais il y a eu aussi des messages contradictoires au niveau scientifique. Aussi, donc mais très la troublant. Science n'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Absolument. Ça discute. Les scientifiques ils discutent entre eux. C'est pas nouveau. Absolument. Donc, c'est pas nouveau, mais je pense que les gens l'ont découvert à l'occasion de la crise. C'est-à-dire que en fait, les chercheurs, qu'est-ce que c'est la recherche? C'est on cherche, on se trompe, on recherche à nouveau, et à la fin, au bout de plusieurs années de recherche, parfois, on donne un résultat. Bien sûr. Bon, bien là, sûr. on avait l'impression que l'opinion publique rentrait 3 fois par jour dans le labo pour dire alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Et tous les Français sont devenus des spécialistes de la Covid. Oui, mais ça, c'est aussi là. À côté, on a quand même eu des émissions qui duraient 24 heures sur 24 sur le sujet. Il faut bien arriver à nourrir. C'est les médias. Mais voilà, mais exactement. Mais c'est difficile. Donc, je pense que c'est très difficile. Et puis, vous avez les réseaux sociaux qui apportent aussi des choses qu'on ne maîtrise absolument pas. Et je pense que les scientifiques c'est difficile pour eux. Hein. On va reparler du Val d'Oise. Oui, à quoi ça ressemblait cette cellule de crise? Eh bien, cette cellule de crise, elle était posée dans une des salles en bas. C'était quelques personnes ici, et puis d'autres qui déchargeaient des camions, allaient chercher des masques, et moi qui signais les chèques en haut. Et je peux vous dire que quand vous signez un chèque d'1 million d'euros, ça fait mal. Ouais. Ça fait peur, ça fait mal. Mais voilà, c'était ça la cellule de crise. Moi, j'étais là tous les après-midi avec nos services. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qui a bien marché? C'est le dévouement, c'est l'entraide, etc. Ce qui a moins bien marché, c'était que c'était compliqué, si vous voulez, parce que le département est en liaison avec des partenaires et on n'avait pas cette relation avec eux. Il fallait aussi qu'ils nous ouvrent leurs portes, leur cœur, je dirais presque, pour qu'on sache quelles étaient leurs difficultés. C'est difficile à certains moments pour des établissements de dire mais là on est en grande difficulté, on a besoin d'aide. Donc on a essayé d'apporter, de réagir au fur et à mesure. Le département a apporté du matériel aussi bien aux établissements socio-éducatifs que aux EHPAD, que là où il y avait besoin. Au début, Madame Carly a dit tout à l'heure que nous sommes allés chercher le matériel dans les collèges. Voilà, c'est si vous voulez, ce qui n'a pas marché,
Je dirais que ça a marché, en fait. Voilà, non, je pense que dans l'ensemble, je trouve que ça a bien marché. Alors moi, je vais vous dire, peut-être que je suis assez positif de nature. Voilà, ce qui pourrait peut-être mieux marcher, c'est l'articulation politique nationale, régionale, locale. Est-ce qu'il y a des progrès à faire à ce niveau-là? Vous me lancez sur une piste que j'adore. Évidemment, il y a des progrès parce que on s'est bien rendu compte tout à l'heure. Monsieur le maire d'Herblay-sur-Seine l'a dit. Les cellules qui étaient sur le terrain, c'était les maires qui étaient au contact de leur population. Et le jour où on a dit le lundi soir à 1h, à 13h demain, plus personne dehors. Il fallait bien que les maires arrivent à faire le contact. Le département, il a fait la même chose. Je pense que l'État s'est rendu compte qu'il y avait des gens, des élus de terrain, qui font le job habituellement, si vous voulez, et qui là sont devenus précieux. Parce que, en rapport, par exemple, en lien aussi avec les hôpitaux. À un moment, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert le centre sportif d'Aubonne, qui accueille d'habitude des équipes de haut niveau sportives. Eh bien, j'ai ouvert aux hôpitaux les chambres, les repas pour que les médecins et que les infirmières qui avaient besoin puissent venir se reposer, dormir à l'abri, tranquille, manger chaud, au moins 1 ou 2 repas par jour si c'était, voilà. Et ça, si vous voulez, c'est pas l'État qui le fait. Il faut que l'État comprenne que nous, on est capable de réagir au plus près du terrain. On s'est battu, rappelez-vous, il y a 3 ans pour pas que les départements disparaissent. Parce qu'on disait c'est de la proximité. Je crois qu'on a montré qu'on était de proximité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des marges de manœuvre à trouver, des marges budgétaires. Il faut co-construire les plans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, co-construire des plans sur la comète, si vous voulez. Non, je peux pas vous dire qu'on peut construire des plans. Ce qu'on peut faire, c'est évaluer ce qu'on a fait et est-ce que ça a été positif ou pas. Je pense que la relation dans le Val d'Oise a été privilégiée, je le redis, avec l'État, avec l'ARS, avec les médecins de ville, avec tout le monde. Donc on a eu beaucoup de chance de ce que ça se passe bien. Je pense que tous mes collègues de France et de Navarre ne pensent pas la même chose. Je pense que là, on se connaît bien maintenant. On est prêt à anticiper s'il y a besoin. On est prêt à réagir. Vous savez, le département du Val d'Oise, là, j'ai fait voter depuis le mois de juillet pour des aides 12 millions d'euros. C'est quand même pas une somme innocente. On a fait voter un plan d'aide aux jeunes la semaine dernière. Il y a 3 plans, on va les détailler. Oui. Il y a un plan pour les jeunes, un plan pour les personnels et un fonds de soutien. Oui, et puis un travail par rapport à nos équipes sociales. J'embauche. D'habitude, on serre la vis par rapport au personnel. Là, je fais embaucher 10 assistantes sociales supplémentaires pour pouvoir se préparer à accueillir les personnes qui vont être en difficulté, au chômage ou bénéficiaires de RSA supplémentaires. Donc là, on a fait voter effectivement un plan jeune parce que on sait que, vous savez, le département du Val d'Oise, c'est le département le plus jeune de France. Donc on a des devoirs. Et bien là, on peut pas les laisser dans cette situation. Donc on augmente le nombre d'apprentis, dans notre structure, mais aussi dans nos structures qui sont en relation avec nous. On travaille avec la culture, on travaille avec le sport. Et je vous dis 12 millions d'euros. On a fait voter d'une façon exceptionnelle une aide de 1,9 million aux petites entreprises pour les aider à tenir le choc, ce qui est tout à fait exceptionnel. Voilà, donc on a réagi. Alors ça va être compliqué aujourd'hui parce que l'épidémie va revenir, elle va se mélanger avec l'épidémie de grippe, avec les rhumes, avec les angines. On a les masques, ça va aider, non ? On va pas très bien savoir qui est malade. À ça va s'ajouter la crise économique qui va s'amplifier. Oui. Il y a eu la rentrée scolaire, il y a eu la rentrée universitaire. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, surtout que le département, je vous rappelle que les départements ont en charge tout ce qui est la partie sociale. Donc, je le disais, les bénéficiaires de RSA, l'insertion, ça fait partie de notre travail. Les personnes en situation de handicap, on a aussi les personnes âgées. Ça fait partie vraiment de nos compétences normales et obligatoires. On a les collèges. J'ai 111 collèges aujourd'hui, donc avec des collégiens qui circulent dans les collèges. Tout se passe bien pour le moment, mais voilà, on a en charge énormément et on s'inquiète, si vous voulez, sur la situation des entreprises dans le Val d'Oise. Alors c'est pas le département qui a en charge l'économique sur le Val d'Oise, c'est la région. Mais vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que ADP est val d'oisien.
Et donc les métiers d'aéronautique et d'aéroportuaire sont aujourd'hui en extrême grande difficulté. Et donc naturellement, nous allons avoir sur le territoire du Val d'Oise des personnes qui travaillaient pour ADP ou pour une compagnie aérienne et qui ne vont plus avoir de travail. Donc là, on va les retrouver, on va s'en occuper. On a mis en place des systèmes nouveaux, particuliers, pour les aider au plus vite et les empêcher de rester dans cette situation de chômage. Donc l'insertion va être pour nous réactive. En une minute, pour conclure, qu'est-ce que vous avez appris au niveau politique et au niveau personnel? Alors, au niveau politique, j'ai appris qu'il fallait être bien droit dans ses bottes. Comme d'habitude, moi je le suis, donc ça m'a pas trop posé de problème. Mais bien droit dans ses bottes, et quand on passe un message, il faut le passer clairement. C'est ce que j'ai appris de la relation qu'on a et de ce qu'on a entendu depuis le mois de mars. Au niveau personnel, je suis admirative et je me dis que les gens ont un cœur qu'on ne voit pas tout le temps, mais que du coup on peut faire confiance en l'être humain, et je trouve que ça c'est plutôt bien. Et bien voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci Marie-Christine Cavecchi. Merci à tous nos invités, aux équipes du Conseil départemental du Val d'Oise qui nous ont aidés à préparer cette émission, aux équipes de VOTV pour les reportages, aux équipes de Via Grand Paris pour la réalisation de ce direct, et à Angélique qui a assuré les duplex, qui a été un peu bavarde, Angélique, mais qui a assuré les duplex. Un grand bravo à tous ceux qui ont fait marcher le pays pendant cette crise, ceux qu'on a appelés les premiers de corvée. Tout à fait. Comme certains les ont nommés. Il s'agit bien sûr des soignants, mais pas que les soignants, les livreurs, les caissières, les bénévoles, le monde associatif, on l'a vu, les commerçants, les chefs d'entreprise qui se battent pour sauvegarder de l'emploi, et j'en ai oublié beaucoup. Et le monde associatif qui souffre beaucoup aujourd'hui parce que les gens ont du mal à retourner dans les associations. Et donc on a 30 à 40% de moins d'adhérents dans les associations, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient culturelles. Donc il faut penser à eux. Voilà. Bravo à tous. Prenez soin de vous. À bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.